Bienvenue dans le Kush Kamit Congo et aujourd'hui on va se lancer directement pour parler de la deuxième partie du mastaba. On a fait l'introduction du mastaba, on a parlé de c'était quoi le mastaba et c'était la préparation pour avoir des bonnes bases pour les nouvelles familles, les familles Kush Kamit Congo. Mais aussi c'était une préparation pour aller à la rencontre de son âme sœur ou de sa flamme jumelle, on peut l'appeler, mais je dirais son compagnon de vie. Pour que ça soit très clair. Parce que ce qui est important, c'est que déjà, quand on parle de âme jumelle, âme sœur, ça peut vraiment être un peu compliqué. Par contre, un compagnon de vie, ça peut être une personne avec qui on fait un chemin. Et le chemin, ça dépend de nous. Il n'y a pas une force, on n'est pas bloqué dans un contrat qui nous dit à vie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un contrat c'est comme si chaque année, c'est une opportunité pour nous de marcher ensemble. Donc, chaque année que nous marchons ensemble, chaque année, nous nous découvrons entre nous. Chaque année que nous sommes ensemble, ce sont des années de plus de joie partagée entre nous. Et donc, ça devient quelque chose qui est beaucoup plus positif que d'avoir ce point qui est qu'on doit vraiment retrouver cette âme sœur, cette Ève, cet Adam, cette côte. On doit retrouver cette côte qui a été perdue quelque part et d'essayer de recréer la femme qui a été créée après un homme. Et ça devient un peu compliqué. Et donc, voilà pourquoi la préparation dans le mastaba est très importante et elle est là pour préparer les personnes à aller à l'encontre, comme on dit, d'un compagnon de vie. Alors, aujourd'hui, nous sommes rejoints avec Baba Kinkela Wamazulu Kufuimote Patumra Shango. Et on va parler de cette nouvelle structure qui est rajoutée dans notre famille du Kush Kamit Congo. Alors, le point le plus important, c'est que d'abord, on va parler des bases. Donc, c'est à quel moment ou c'est à partir de quel âge que le mastaba devient. Donc, est-ce qu'on doit d'abord avoir une fiancée ou un fiancé pour entrer dans le mastaba ou est-ce que c'est préférable de commencer avec un âge particulier et pourquoi? Ankouja, Séneb et bienvenue à tous. Alors, pour la question qui est de l'âge, nous reprenons une considération qui est culturellement très importante. Nous avons cette formation qui est une éducation qui commence comme nous utilisons la grammatique kémétique, ok? Nous parlons des scénettes, c'est-à-dire la fille à l'âge de 16 ans, ok? Et 17 ans, la fille, la scénette à l'âge de 17 ans et les scènes à l'âge de 19 ans. Alors, maintenant, la scénette, dès qu'elle est à cet âge-là, quand elle rentre dans le mastaba, ok, elle devient automatiquement une tefnout, qui est à la recherche de son chou, ok, tout comme les scènes, le garçon qui rentre dans le mastaba devient automatiquement un chou qui est à la recherche de son tefnou, c'est-à-dire il rentre dans l'âge de la disponibilité et de l'apprentissage. Maintenant, et si quelqu'un a déjà à cet âge-là est déjà devenu un chou ou une tefnou, c'est-à-dire il a une fréquentation, ce qu'on appellerait en langue française un fiancé, une fiançaille, bienvenue. Ces cours-là vous permettent quand même d'être aussi important en ces points-là parce que dans ces cours-là, dans ces programmes, se trouvent les fondements pour avoir une famille stable. On apprend à se connaître, à se respecter, on apprend notre propre histoire familiale. En l'histoire familiale, on ne vous en parlait pas. Il y a une histoire familiale qui vous enseigne comment nos ancêtres se comportaient et pourquoi tel comportement. Et à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de poser des questions que vous avez vues. Pourquoi il y a eu tel hissage ou tel autre hissage, de manière à ce que l'on ne se retrouve pas à faire des pirogues culturelles, c'est-à-dire faire répéter des choses, mettre en acte des choses dont vous ne connaissez absolument pas les origines, parce que les habitudes et les attitudes dans les familles ont varié aussi avec l'évolution du temps, les circonstances. Dans un tas de pays, il y avait un comportement. Vous vous rendez compte que dans une famille, quand il y a la guerre dans le pays, le comportement n'est pas le même. Et toutes ces choses-là doivent être apprises et comprendre, c'est-à-dire l'histoire de l'évolution de couple dans le monde noir, comment elle a évolué et comment elle se faisait avant l'esclavage, comment elle a changé
pendant l'esclavage, comment elle a changé durant la colonisation et comment elle a changé après la colonisation et comment elle se trouve aujourd'hui et quelles sont les considérations positives, hein, quelles sont les valeurs qui ont été intégrées, quelles sont les anti-valeurs qui ont été intégrées et quelles sont les conséquences de cette intégration, soit du côté des anti-valeurs et des anti-valeurs, quelle est la conséquence de ces intégrations sur la société et comment nous pouvons faire pour avoir une programmation diverse. Tu vois, tous ces thèmes sont affrontés parce que les mariages, c'est-à-dire le Keperu, est une mission. Donc, ça commence pour, je veux dire, les filles vers l'âge de 17 ans, 18 ans, et pour les garçons, c'est vers 19 ans, 20 ans. Alors, pour demander, ça veut dire que plus ou moins à partir de 22 ans, alors, une personne qui a 22 ans, est-ce que cette personne ne peut plus s'intégrer ou une personne qui, pour aller un peu plus loin, qui a 28 ans ou même 30 ans, qui veut se marier ou qui veut former un Keperu, une famille, est-ce qu'il peut entrer dans le mastaba? Et dans quelles conditions cette personne y entre aussi? En Kouja Seneb, considérant que nous sommes en train de faire une réforme et de réformer une situation, si nous sommes en train de réformer une situation, c'est parce qu'elle se trouve dans une situation accablante. Ok, pour moins d'une année, j'ai regardé un documentaire et nous devons prendre l'habitude de faire beaucoup de documentaires chez nous aussi, où on était en train de vérifier, par exemple, les taux des mariages dans la communauté noire et blanche aux États-Unis. On a remarqué que, je me souviens pas très bien des dates, en fait, les femmes et les hommes blancs aux États-Unis avaient un taux très élevé de mariage entre l'âge de 20 ans et 40 ans, 30 ans. Ouais. Je peux donner un peu plus d'informations sur ça. C'était entre 16 ans plus ou moins ou 18 ans à 25 ans. Ils avaient la grande majorité des personnes qui se mariaient. Donc, il y avait plus de 30% qui se mariaient à cet âge-là. Il y avait peut-être un autre 30% qui allaient se marier entre 25. Donc, c'était la plus grande proportion, c'était entre 15 et 25 ans. Et la deuxième proportion, c'était entre 25 à 35, et puis le reste, ça devenait un film des personnes qui n'allaient pas se marier ou les personnes qui allaient se marier plus tard dans la vie. Par contre, dans la communauté noire, c'était le contraire. Donc, c'était le nombre de personnes qui se mariaient le plus tard dans la communauté européenne ou la communauté blanche en Amérique, c'était le nombre de personnes qui se mariaient jeunes. Donc, c'était quelque chose comme 13% qui se mariaient après 40 ans. Et donc, dans la communauté noire, on avait la plupart de femmes et hommes qui se mariaient donc 13% qui se mariaient entre 15 et 25 ans. Et ensuite, on avait 30% entre 25 et 30. Et puis maintenant, la majorité, c'était plus de donc 35, 40 et 45. Et c'est là qu'on avait le reste. Donc, c'était vraiment l'inversement. L'inversement, et je me souviens, dans ce documentaire, on faisait voir état des femmes noires qui avaient 45 ans, qui n'avaient jamais fréquenté un homme de leur vie. Jamais fréquenter un seul homme avec des très bonnes carrières, ainsi de suite, parce que l'accent, malheureusement, a été mis sur le travail. C'est ça la confrontation du point de vue racial, c'est-à-dire l'aspect est mis sur l'argent. On doit faire l'argent, on fait l'argent, et puis quand on l'a fait, on va le déposer en banque, les blancs les récupèrent. On se retrouve avec rien du tout. Et nous voulons justement, nous ne sommes pas le seul peuple dans cette démarche. C'est le peuple du monde où nous devons changer notre approche à la vie. On est là pour la vie, pas pour l'argent. Si on est dans la vie, c'est pour la vie. Et parce qu'on a reçu une vie, on doit donner une vie. En naissant, on n'est pas sorti d'une banque pour que l'on puisse mettre de l'argent en banque. Notre vie n'est pas axée sur l'argent. L'argent, ce n'est pas la vie. La vie, nous l'avons reçue, nous n'avons rien payé pour ça. Et nous devons continuer à donner cette vie. Et bien entendu, il doit y avoir une organisation très, très, très importante autour de cela. Et pour organiser cela, nous devons justement sortir de l'étreinte économique. Okay? Et dans les temps, on disait que quand on avait des enfants, c'était une bénédiction dans le sens qu'on a un terrain, un hectare de terre, plus des enfants, on va prendre moins de travailleurs et les enfants vont y travailler, c'est un revenu économique.
aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire, cependant, on ne doit pas souffrir. On souffre parce qu'on ne s'est pas adapté. OK? Et il y a beaucoup de peuples qui se sont adaptés à cet échange-là. Nous ne nous sommes pas adaptés. Nous sommes en train de vivre avec des modalités archaïques en nous retrouvant dans une situation contemporaine aux exigences complètement différentes et aux règles des fois très, très sévères. Et nous échouons sur ces points-là parce que nous ne nous adaptons pas. Nous ne nous adaptons pas parce que nous sommes héritiers d'une lourdeur psychique. Nous sommes héritiers d'une lourdeur psychologique qui a un poids écrasant et nous empêche d'évoluer. Et c'est dans ce sens-là que nous venons dans ces renouvellements de pactes. Le mariage doit être contraint le plus possible parce que c'est ça la prospérité de la communauté. Et quand on a des enfants jeunes, okay, on a la possibilité de corriger les trajectoires, de programmer l'air futur, de pouvoir voir au-delà. Mais quand on a des enfants à l'état très avancé, quand on commence à avoir des enfants à 50 ans, ça devient difficile pour pouvoir corriger cette trajectoire-là parce que soi-même, on commence à s'affaiblir. Okay? Et ça devient vraiment un grand problème. Okay? Et donc, c'est pourquoi c'est normal. Tout le peuple du monde, okay? La plus grande natalité, c'est-à-dire la plus grande pourcentage ou la concentration des mariages se trouve entre les sphères de 20 ans, entre les 20 ans. Et la partie qui se trouve entre les 30 et 40 ans, c'est les parties marginales. Or, nous sommes dans une situation inverse. C'est très peu qui se marient autour des 20 ans et les plus c'est autour des 40. Okay? Et les impacts de là sur un plan de vue démographique, les impacts de cela sur le plan du futur est très négatif. Et nous voulons justement apporter, bien entendu, et nous devons aussi avoir une capacité d'adaptation. C'est-à-dire, par exemple, une jeune femme qui se marie à 20 ans, nous devons avoir une structure assez simple qui lui permet, par exemple, de pouvoir continuer ses études. Okay? Nous devons répondre à cette exigence-là. Nous devons répondre à cette exigence-là. La femme qui, à 20 ans, se marie, qui, justement, en tant que moute, doit rester avec ses enfants, quels sont les genres d'activités économiques qu'une moute doit faire, peut faire, ok, tout en ne compromettant pas sa réalisation, disons, du point de vue individuel. La moute ne doit pas renoncer à sa propre vie pour avoir des enfants, pour prendre soin de la communauté. Et les moutes qui ont fait cela, il faut lui donner une médaille. Absolument. Les moutes qui ont sacrifié leur vie pour s'occuper de la famille, il faut leur accorder une médaille de mérite. Okay? Mais dans le futur, ce que nous voulons une situation, développer toute une branche économique, tout un secteur économique réservé exclusivement aux femmes qui s'occupent des familles. Et je pense que ça, c'est un autre point qui répond à beaucoup de questions. Et en tant qu'apport, moi, j'allais ajouter quelque chose par rapport aux femmes qui vont à l'université. Alors, pendant que moi, je faisais le droit, j'avais des amis qui allaient à l'université aussi. Et c'est vrai que c'était pas, je dirais pas que c'était facile hein, pour ceux qui avaient déjà des enfants, mais particulièrement, j'avais une amie qui, en différence d'âge, on avait quelque chose comme 10 ans de différence d'âge. Mais elle revenait à l'université. À l'époque, moi, j'avais 19 ans, elle avait 29 ans. Elle revenait à l'université, elle avait des petits-enfants. Donc, son fils, un de ses fils était à l'âge de l'école primaire et un autre était à l'école maternelle. Donc, ils étaient entre l'école maternelle et puis un est allé à l'école primaire et l'autre a suivi, bien sûr. Alors, la période qui était difficile pour elle, c'était quand ils étaient encore à l'école maternelle. Mais à l'école primaire, c'était magnifique parce qu'elle disait comment elle pouvait aller à l'université, faire ses recherches, faire ses cours et rentrer à la maison juste à temps pour aller récupérer les enfants et rester à la maison avec eux. Et pendant qu'elle restait avec eux, elle pouvait aussi étudier au lieu d'aller travailler. Parce que si elle devait aller travailler, alors les heures n'allaient pas, ça n'allait pas avoir une corrélation entre les heures. Donc, si elle devait aller travailler, elle ne pouvait pas, bien sûr, faire le travail et être là pour les enfants. Et bien évidemment, un autre truc qui était important, c'était bien le transport. Donc, un espace qui permet aussi à la maman d'avoir ses enfants à l'école à côté soit de l'université ou de manière à ce qu'elle puisse
aller récupérer les enfants à l'école ou avoir le soutien aussi de la communauté parce que sa maman et la communauté l'aidaient beaucoup pour faire ça. Donc, c'est vrai que c'est possible. Et la chose qui devient intéressante, c'est que aujourd'hui, dans les communautés africaines, surtout congolaises, je prends la référence pour moi, je trouve que la plupart des mariages, c'est quand les jeunes veulent se marier, non, vous êtes trop jeune. Une personne qui a fini l'université, qui travaille à son propre compte, vous êtes trop jeune, il faut attendre. Pendant que, c'est ça qui est marrant, c'est que en Écosse, par exemple, l'âge de mariage, c'est pas 18 ans, pas 17 ans, mais 16 ans. 16 ans. Donc, à 16 ans, une fille de 16 ans, un garçon de 16 ans peuvent se marier, peuvent avoir leurs enfants, peuvent avoir leur maison. L'État va se charger pour être sûr que s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une maison, d'avoir cette maison. Et puis, en plus, ça veut faire que même s'ils ont des enfants, ils auront toujours des opportunités pour aller faire des petites formations. Parce que je pense qu'à ce stade-là, on ne parle plus de l'éducation universitaire comme pour tout le monde, mais de formation pour permettre à ce que la jeune mère ou le jeune père puisse aller se former et devenir, avoir le soutien pour sa famille. Et maintenant, qu'est-ce que ça évite aussi? Ça évite, j'ai envie de dire, ça évite la débauche. Parce que cette personne qui est à la maison, qui se marie, qui prend ce vœu de se marier avec quelqu'un d'autre, alors c'est une personne qui doit se comporter en tant que responsable. Mais maintenant, je ne dis pas que tous mes amis écossais se sont mariés à 16 ans. Non. Même ceux qui ne sont pas mariés à 16 ans, j'ai remarqué que la plupart de mes amis écossais qui se sont mariés d'abord, la plupart se sont mariés avant 25 ans. Mais deuxièmement, aussi les tardifs, c'était pratiquement avant 30 ans. Mais en même temps, les personnes qui se sont mariées avant 25 ans, en général, ils étaient avec la même personne depuis qu'ils avaient 16 ans. Et donc, dans d'autres cas, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont vécu ensemble. Ils ont fait un cheminement ensemble pendant très longtemps. Ils ont appris beaucoup l'un de l'autre jusqu'à ce qu'à trouver que maintenant, on veut se marier parce qu'on veut avoir cette cérémonie-là. Mais en réalité, ce sont des personnes qui avaient déjà appris à vivre la vie de couple. Maintenant, ceux qui se sont mariés après 25 ans, en général aussi, à partir de 21 ans, ils étaient déjà ensemble en couple avec la personne qu'ils allaient épouser plus tard. Et en même temps, même avant de faire ce mariage-là, en général, à partir de 22 ans, dès qu'ils finissent l'université, chacun a un travail, ils habitent déjà ensemble, ils se mettent déjà ensemble, ils habitent ensemble et c'est juste un cas de choisir quand ils vont acheter la maison, la famille leur aide à s'établir petit à petit. Et donc, c'est là qu'on avait parlé dans l'émission précédente de le travail qui a été fait de la partie européenne pour aller au-delà de cette appartenance que la femme appartient à l'homme, que les jeunes doivent être les esclaves de leurs parents. Il y a ce travail qui a été fait au-delà pour vraiment se bousculer, pour aller au-delà de ça. Et donc, c'est comme ça que je me demande aussi quel apport le mastaba va apporter dans la communauté, dans les familles Kush Kamit Congo. C'est quoi le rêve, au fait? C'est quoi le rêve? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Qu'est-ce qu'on veut avoir dans 5 ans? Quel genre de nouvelle famille on veut voir naître? Douane et Cher. Avant de répondre à cette question, quel genre de famille nous voulons, il y a un point que je pense avoir manqué dans une de mes réponses, c'est que la question demandée, c'est est-ce que ceux qui ont 30 ans ne peuvent pas venir dans les mastaba. Et je vais revenir brièvement dessus. Absolument oui. La formation dit on rentre à 17 ans, ok, pour la fille, à 19 ans pour l'homme. Mais comme on est dans une situation telle que nous la connaissons, nous sommes en train de réformer. Ceux qui ont 30 ans, 40 ans peuvent bien entendu rentrer dans les mastaba. OK? Et c'est formé dans ce mastaba dans le fait de converger vers la création des familles Kush Kamit Congo. Bien entendu, nous avons de ces points de vue-là inéthiques basés sur l'équilibre générationnel. C'est-à-dire, nous ne conseillons pas des mariages où l'homme a 40 ans, la femme a 19 ans ou 20 ans ou comme le contraire. Ce n'est pas ce que nous conseillons. C'est-à-dire ceux qui ont 40 ans doivent régir, coexister dans cette référence où, disons, ils ont entrepris entre les 30 et 40 ans. Tout simplement parce que les chocs générationnels des points de vue, de la compréhension, de l'attendement entre quelqu'un qui a 40 ans et 20 ans est énorme. Et sans pour autant rentrer dans les considérations qui sont peu importantes ici, tout simplement, dans un couple où une personne a 40 ans et l'autre a 20 ans,
il y a beaucoup de chances de disputes et d'incompréhension dues au fait d'appartenir à des générations complètement différentes. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons apprendre à faire attention, là-dessus. Donc, justement, ceux qui ont 30 à 40 ans viennent. Et dans les mastaba, quand on vient, chacun vient fait une présentation de soi. Okay? De ce que lui il est, et puis il y a tout un programme qui est à l'interne qui va porter à cela. L'objectif, c'est permettre les rencontres entre les choux et tefnout. C'est-à-dire, quand on rentre dans les mastaba, on devient actif. On a une chou actif, on a une tefnout actif qui est là pour retrouver son menba, pour ensemble aller vers les kepera. Et maintenant, quel genre de famille nous voulons construire? Nous voulons créer des familles harmonieuses où la célébration de la vie est quelque chose de très important, où la première valeur à exister, ce n'est pas l'argent. La première valeur à exister, c'est l'être humain. Ça, c'est quelque chose que nous devons reconnaître avoir perdu. Pendant que l'on parlait, il y a une considération qui m'est venue quand on fait une étude comparée de l'évolution des civilisations occidentales et celles africaines. Vous voyez, chez les Occidentaux, vous avez encore cette question où les enfants appellent leurs parents par leur propre nom. OK? Pourquoi? Encore une fois, c'est une question de traumatisme entre les systèmes extra-autoritaire que le monde occidental masculin avait sur le monde féminin et celui des enfants. Si vous regardez bien les documents antérieurs des civilisations occidentales, vous font état des lieux où la femme et l'enfant a été vendus. Alors, il existe encore ce qu'on dit mal d'estomac de cette situation. Et aujourd'hui encore, dans les situations occidentales, on voit les papas et les enfants qui se disputent. Okay? Pourquoi? Ils sont en train de se rééquilibrer. Ils doivent rentrer à la parité. Or, nous, ces problèmes, nous ne l'avons jamais eu. Il n'y a jamais eu, mis à part les périodes de l'esclavage et de la colonisation, cet autoritarisme masculin omniprésent et imposant, écrasant sur notre psychologie. Oui, on va parler de l'esclavage aussi, mais cette période est tellement petite, okay, par rapport au reste de notre histoire. C'est comme faire un cauchemar, quoi. Tu t'es réveillé le matin, tu as fait beaucoup de bonnes choses durant toute la journée et tu as fait un cauchemar pendant 4 minutes. Quelques secondes, on fait le cauchemar. Est-ce que tu peux dire que toute ta journée a été gâchée par ce cauchemar? Absolument non, parce qu'après, dès qu'on s'est réveillé du cauchemar, 5 minutes après, on l'a oublié généralement. Tu vois? Et donc, nous devons réformer des familles, nous devons recadrer nos peuples et nous orienter vers un équilibre qui prend en charge qui prend la charge de la responsabilité de garantir un futur louable, un futur de bonheur, un futur de prospérité. Doigt de chair. Un coup de chair. Je pense que c'est quelque chose qui fait réfléchir et qui vraiment nous aide à avoir des bonnes bases. Et alors, l'autre question aussi qui me venait, c'était que quand la personne entre dans le mastaba, et est-ce que c'est une personne qui, après, doit aller chercher son âme sœur ou doit aller vraiment chercher la personne qui doit être avec, ou encore est-ce qu'une personne qui entre dans le mastaba doit se marier exactement 2 ans après, ou justement pour savoir? Parce que certaines personnes vont penser que les mariages seront imposés. La technicité plus ou moins est la suivante. Quand on rentre dans le mastaba, il y aura ce qu'on appelle des ateliers. Okay? Des ateliers où toutes les personnes qui sont présentes dans le mastaba vont être là et chacun va se présenter. Okay? Chacun va se présenter. Voilà, il y aura des coordinateurs, peut-être à ma personne ou d'autres personnes, ou my Baba Menchotep, qui vont servir de coordinateurs. Okay? Les coordinateurs seront là pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Okay? Maintenant, une fois qu'on s'est exprimé, les gens il sera donné aux gens des chances de connaître 2 ou 3 personnes. On n'a pas à s'engager tout de suite avec la première personne, mais on a la chance de voir ce qu'on appelle des mastaba hub. Des mastaba hub, c'est quoi? C'est une rencontre virtuelle. Okay? Chaque personne pourra connaître 3 personnes
OK? Il pourra choisir 3 personnes, OK? Et le choix est fait de tous les côtés. Ce n'est pas seulement l'homme qui choisit ou la femme qui choisit. Ils doivent se choisir, OK? Et si des personnes ne se choisissaient pas, il n'y a pas de rencontre entre eux. Et les rencontres seront faites seulement entre les personnes qui se sont interchoisies. OK? Et de ces bases-là, il y aura 3 Mastaba Hub. Les 3 Mastaba Hub là, c'est-à-dire il y aura 3 rencontres virtuelles où les personnes à travers Zoom, OK? D'abord, en commençant par cette plateforme-là, OK, vont avoir des conversations, OK, pendant une période bien déterminée, OK. Après cela, ils vont passer à une deuxième personne, OK. Après cela, après la deuxième personne, ils vont passer à une troisième personne, OK. Maintenant, de ces 3 rencontres-là, ces 2 personnes-là doivent choisir. Maintenant, si ces 2 personnes-là se choisissent, alors maintenant, ce sont des gens qui sont maintenant pleinement dans les mastabas. Nous avons des choux et des tefnoutes qui sont maintenant en train d'aller vers les kepera. Mais ils doivent y arriver, ils doivent se choisir. Il y a 3 rencontres. Et il y a un cycle qui continue comme ça. Quand ils se sont choisis, maintenant, ils passent dans un état où ils peuvent maintenant, si cela est possible, prenant en considération tous les confinements et autres, pouvoir se rencontrer physiquement. OK? Et alors maintenant, quand ils se rencontrent physiquement, maintenant, on commence à travailler pour les kepera. C'est pratiquement la logique du fonctionnement. Les choix, ce n'est pas le choix de l'homme qui s'impose, ce n'est pas le choix de la femme qui s'impose. Il doit y avoir ce qu'on a dit un peu en anglais, un matching. Chacun a 3 personnes, 3 rencontres, chacun a ces 3 rencontres. De ces 3 rencontres, OK, on lui sera demandé de faire des choix. Et quand les choix s'intersectent, alors ces personnes-là ont été choisies. Ils se sont choisis. OK? Et si vous choisissez comme ça, c'est comme vous êtes en synchronicité si vous choisissez. Vous étant choisi maintenant, vous passez dans un autre processus. OK? Et tous ces processus-là passent à travers pendant cet état de formation-là. Et quand vous vous êtes choisi, vous commencez déjà à vous préparer pour faire les rituels, disons, il y a la célébration du Mastaba, c'est-à-dire quand vous choisissez, OK, il y a une célébration qui est faite pour vous, OK, et maintenant, quand vous devez sortir parce que vous êtes maintenant dans l'autre parcours pour faire les kepera. Vous devez sortir du mastaba. C'est que quand vous sortez, vous êtes considéré un peu ce qu'on appelle des fiancés. Maintenant, chacun peut présenter les siens à sa propre famille si tel est le cas à partir de ces moments-là. Il y a l'accompagnement qui continue jusqu'à arriver au mariage. C'est ça un peu la démarche de cette manière-là. Maintenant, quand il faut passer vraiment au kepera, les rituels du mariage, eh bien, c'est une responsabilité des 2 personnes et aussi de la communauté, nous, pratiquement, qui doivent nous arranger pour être en mesure de pouvoir supporter cela parce que quand il y a un mariage, il y a une dépense économique qui s'en suit. Donc la communauté, OK, et à travers les cotisations que nous avons du Couche Kamit Congo prend la responsabilité du mariage que nous organisons nous-mêmes. Dans le mariage Couche Kamit Congo, OK, sont organisés par le Couche Kamit Congo. Les parents de tous les 2 côtés, eh bien, ils sont en invité. Douane Cher. Ankouja Seneb. Douane Cher pour cette deuxième introduction du Mastaba et je pense qu'on aura encore beaucoup d'autres émissions pour répondre aux questions, mais aussi pour vraiment parler de l'importance de la préparation. Et aussi parler de qu'est-ce qui a fait naître ce Mastaba aussi, qu'est-ce qui a fait naître cette formation-là. Parce que beaucoup d'entre nous, au fait, on voit qu'on grandit dans des familles où la seule éducation qui est donnée aux femmes, c'est le no-sexe avant le mariage. Et donc, ça fait que les personnes arrivent au mariage, peu importe si cette règle est suivie ou pas, les gens se retrouvent perdus parce qu'on ne les a pas formés à comment être une bonne mère, comment être une mère qui est patiente, tendre, mais aussi comment être aussi une mère dans son foyer, mais aussi comment s'épanouir une fois arrivé dans son foyer de mariage. Et de même aussi pour le père, on n'explique pas comment être un bon père, comment être un bon conjoint, comment se développer, comment apporter le meilleur de soi dans sa famille. À part le fait que maintenant que tu es marié, tu ne peux pas, tu cuisines plus pour toi, tous les travaux sont faits par ton esclave.
Et donc, tous ces éléments-là ne sont plus pris en considération. Donc, Douane est chère parce que cette formation fera en sorte que dans le monde Kush Kamit Congo, dans le monde africain, on aura une nouvelle pensée, une nouvelle manière de voir les couples, mais aussi de donner cette liberté aux jeunes de se choisir quand ils veulent. Pour moi, je pense que la beauté, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes puissent écouter l'appel de leur âme. Écouter l'appel de leur âme, répondre, parce que c'est vrai qu'on demande aux jeunes d'aller chercher son âme sœur, d'aller chercher son compagnon de vie, mais en réalité, si cette personne, si ce jeune n'a pas travaillé sur lui-même pour se retrouver soi-même, comment est-ce qu'il peut trouver son âme sœur s'il n'a même pas retrouvé son propre âme ou sa propre, ou même pour la fille comme pour le garçon. Donc, je pense que cet élément ou cette manière de voir, elle est très, très importante parce que ça aide justement à ce que d'abord, la personne puisse se cadrer sur elle-même, équilibrer son énergie, que ce soit chou comme tefnout, pour ensuite rencontrer la contrepartie qui va devenir le compagnon de vie. Parce qu'il est très important pour la personne de se cadrer, de savoir écouter, de savoir se reconnaître, de savoir s'épanouir, de savoir comprendre sa mission de vie. Et ensuite, quand maintenant on retrouve sa contrepartie, c'est quelqu'un qui complimente notre mission de vie, quelqu'un avec qui on peut marcher ensemble. Parce que beaucoup d'entre nous ont vu des foyers où c'est que le père fait, la mère ne fait pas, ou c'est que la mère fait, il n'y a pas le moyen, il n'y a pas d'entente parce qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble dans ce sens-là. Et ça crée beaucoup de stress pour le couple, ça crée beaucoup de stress pour ce couple qui s'est choisi, soit parce que à cause d'une flamme qu'on a reçue, on a senti, ou encore qui s'est choisi à cause du fait qu'un était beau, l'autre avait des paquets, qui le sait. Et donc, ce sont des éléments qui maintenant font en forme que les jeunes se retrouvent dans une situation difficile. Certains même, s'étant choisis de manière correcte, ne savent pas comment vivre vivre vraiment pleinement dans leur culture parce que justement la culture africaine aujourd'hui ce n'est qu'une copie de la culture européenne, une mauvaise copie j'aimerais même dire. Douane Etcher. Et Douane Etcher, absolument. Et je voulais dire, ces programmes appartiennent à ce qui appartient au mouvement Kush Kamit Congo. Et vous pouvez, ceux qui veuillent, spécialement les jeunes vous commencez à partir de 17 ans pour les moots, les scénettes, et des 19 ans pour les scènes, et aussi pour ceux qui ont 30 ans, 40 ans, confondus, vous pouvez demander dans le Kush Kamit Congo d'être intégré au groupe WhatsApp des Mastaba, des Mastaba-Heads, dans les Mastaba-Heads, ok, et là on va maintenant procéder à des travaux par des ateliers, et ils ne peuvent participer à ces programmes que ceux qui font partie de la communauté Kush Kamit Congo. Comme je disais, c'est très 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 important avoir des références culturelles très importantes. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, dans une situation très étrange. Pourquoi? Parce qu'on a voulu copier les modèles des vues occidentales sans connaître les fondements de ces pensées, sans comprendre. Pourquoi c'est comprendre? Parce que tout animal, toute espèce qui vit a un comportement qui lui dérive d'une histoire, de son traumatisme, de son passé. On ne peut pas adopter le comportement d'un peuple tout simplement comme ça. C'est être superficiel et faux. Ça crée une fausse identité parce que les comportements mis en exergue, ne témoignent pas d'une évolution historique compatible avec ce que l'on a comme bagage génétique. Parce que ça va tous dans les gènes. Et à un moment où on est en train de suivre pourquoi, par exemple, en Occident, on s'est marié avec la robe blanche. Il y a un fond historique très important. Et vous allez vous rendre compte que les Européens ne se sont jamais mariés avec la robe blanche. C'est très récent. Ils se mariés avec les couleurs comme les rouges et les jaunes. Ce n'est que très récent. Qu'est-ce qui a marqué cela? Quels sont les événements historiques? Mais pourquoi l'on s'est marié, par exemple, dans les grandes cathédrales des églises? Il y a tout. Ce n'est pas quelque chose qui a débouché comme ça. Et quand vous regardez les mariages, ils sont célébrés par chaque peuple de manière complètement différente. Ce n'est pas un choix. Ce sont des conséquences
qui font référence à des évolutions historiques qui marquent l'identité d'un peuple. Et donc, il est important pour nous de savoir cela. Et je pense que je vais recevoir nombre d'entre vous dans le Mastaba Aid qui va être ouvert très prochainement, où vous pouvez justement rentrer dans une démarche qui a pour objectif justement de vous donner plus des éléments d'équilibrer et de pouvoir marcher vers une transformation importante de notre société, de nos valeurs et spécialement de nos familles. Couche Kamit Congo. Douaneche. Ankuja Seneb. Douaneche pour ceux qui nous ont écoutés, Douaneche pour ce mot de la fin. Et j'aimerais dire que pour toute personne qui a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons très très ravis de répondre à vos questions aussi. Et donc, voilà, nous avons fait notre présentation du Mastaba. Il y a la partie 1, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie 1. Et ça, c'était la deuxième partie. Et nous arrivons à la fin de la deuxième partie. Ankuja Seneb.